Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Franco, bonjour à tous. Alors, tu es prête pour cette nouvelle investigation numéro Oui, oui, je suis déjà à 50? moitié installée. Ok, je répète que tu ne connais ni le thème et ni les questions. Ça. Alors, elle est partie, on y va. Allez, Allez, relaxe-toi, tu prends de belles respirations. mhm. Et je vais faire un décompte de 10 à 1 pour te relâcher complètement. 10. 8. 7. 6. Et 5. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Marie-Pierre, je vais compter de 1 à 3. Et au compte de 3, tu te connectes au chiffre 11 09 2001. Et tu me diras ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, et 3. Ce qui m'est venu, c'est que la date n'est pas choisie par hasard. Et en même temps, j'ai comme la sensation d'avoir quelque chose dans la gorge que j'ai du mal à avaler.
Voilà la sensation que j'en ai par rapport à ça. Est-ce que tu as visualisé cette sensation sur le plan métaphysique? Sur le plan des énergies? Non, j'ai juste l'information que que ça prend à la gorge, que c'est quelque chose qui est comme quelque chose qu'on a du mal à avaler. Et que la date n'est pas choisie par hasard. Bien sûr, après coup, la date me parle. J'aimerais que tu te connectes maintenant sur le plan physique et connecte-toi au chiffre 11 09 2001 au niveau du plan physique. Qu'est-ce que tu perçois sur le plan physique? Il y a quelque chose qui m'a échappé. Tu peux redire la date? 11 09 2001. Ouais, j'avais l'impression que tu m'avais dit une autre date d'un coup. Ben oui, je vois l'image qui correspond à la catastrophe de cette date-là. Et ces deux tours me font penser au chiffre 11, comme de 1. À laquelle j'avais jamais pensé. Mais Très bien. le chiffre 11 a quelque chose de particulier. Tu peux en dire plus? Non, sauf que quand tu dis le chiffre 11 ou quand je le visualise, j'ai cette gêne dans la gorge, comme quelque chose qui a du mal à passer, à avaler. Très bien, Marie-Pierre. Je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à mon 3, tu es à New York et tu observes les Twin Towers. J'y suis déjà. Juste un instant avant qu'elles subissent une attaque avec les conséquentes déflagrations. Ça y est. 1, 2 et 3. Il y a une image qui s'est imposée à moi, c'est qu'autour des deux tours, et c'est pas sur un plan physique, je vois comme une couche énergétique autour des deux tours, en faisant des vagues, comme si c'était une balise. C'est pas des vagues, c'est pas une énergie qui protège, c'est comme une énergie qui envahit cet endroit-là, qui est pesante et qui, comme une balise. C'est comme si cette couche qui ondule autour des deux tours, j'entends le mot balise, servait de balise. Y a-t-il autre chose qui te vient? Non, c'est envahissant et cette boule que j'avais dans la gorge, elle, comme dans la gorge, je dirais plutôt que c'est une boule dont on n'arrive pas à évacuer en déglutissant. Et c'est comme si ça faisait une traînée sur sur tout le long des chakras, en ligne droite jusqu'au plexus.
C'est comme si, c'est cette vague d'énergie, mais vraiment cette vague parce que ça ondule juste tout autour des deux tours. Surtout celle de gauche, c'est surtout pour moi visible sur celle de gauche quand je suis en face des deux. Alors celle de gauche, ce serait pour moi où il y a le plus de verdure sur ma gauche à côté. J'ai cette position-là. Où il y a où un visuel, parce que je suis assez en hauteur. Celle de gauche correspondrait à celle où à gauche il y a de la verdure. Il y a un plan de verdure. Et à droite, qui me fait penser au parc, je ne sais plus comment il s'appelle. Et celle de droite serait plutôt du côté mer, du côté haut. Et c'est celle de gauche qui est le plus pour moi. C'est comme si cette masse énergétique s'implantait comme balise. Comment expliquer? C'est comme si cette énergie s'implantait à un endroit défini avant qu'il se passe une catastrophe, mais que nous on ne voit pas. C'est comme si c'était des prémices énergétiques, des symptômes qui prévenaient d'un danger, sauf que nous on le voit pas à l'œil nu. Avant qu'il y ait une catastrophe à un lieu défini, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois, c'est ce que je comprends. Il y a cette masse d'énergie qui vient se mettre autour du lieu. Même autour des personnes, je dirais. C'est comme un événement prévisible où énergétiquement il y aurait des choses, l'énergie autour de ces personnes ou de ces lieux, une énergie qui leur appartient pas viendrait se coller comme un symptôme euh, prévisionnel. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ah, mais C'est ce c'est que je clair. vois. Bien. Et que si on pouvait voir, on saurait qu'à cet endroit-là, il va arriver une catastrophe. Si on pouvait voir. Ça fait comme une balise. Ok. Une balise comme un voyant rouge qui annoncerait une catastrophe. Mais je perçois que les gens aussi à qui il va arriver un accident et pas forcément cette catastrophe-là, ils se matérialisent, j'ai l'impression, enfin matérialisent. Quelque chose dans l'éther, dans le subtil qui se met en place autour d'eux. Mhm. Ça me paraît pas, ça me paraît quelque chose de, si je peux dire ce mot-là, naturel. C'est pas quelque chose de fabriqué. Ce serait simplement quelque chose, une espèce de forme d'énergie qui se met en place, ouais, avant que nous, en tant qu'humains, s'en aperçoive. Comme si c'était d'un programme prédéfini, qui nous mettait dans un état que l'on ne perçoit pas et qui prévenait d'une catastrophe nous concernant ou d'un lieu. Ok. Comme si c'était chargé énergétiquement avant que la catastrophe arrive. Mais ça existe aussi pour les bonnes choses. Ça existe aussi pour les bonnes choses avant qu'on soit au courant, pour des événements heureux. Mais c'est pas la même force d'énergie qui se met en place. C'est Très bien. un phénomène énergétique. Ça y est, je trouvais le mot. Ça y est. Décris-moi le moment où les deux tours se sont effondrées. Que perçois-tu? C'est comme si on avait scié les bases déjà à l'avance. L'effondrement, je perçois que ça vient du bas, pas du haut. Parce que je vois les deux explosions en haut.
Mais mon attention est tout de suite attirée par la base, comme si on avait scié la base, comme on le ferait pour un tronc d'arbre. Comme si on avait fragilisé la base. Alors le mot qui me vient, c'est ostéoporose. Comme si les bases étaient friables. Énergétiquement parlant, bien sûr. Et l'image me fait penser à l'ostéoporose. D'un os qui serait à moitié grignoté par endroits et qui serait plus bien stable. Plus bien. Et j'ai toujours, même physiquement, je ressens toujours plus ces phénomènes-là à gauche. Comme si c'était parti de là. Il y a quelque chose en plus sur la tour de gauche. Celle qui est côté parc. Côté, il y a du vert, il y a beaucoup de vert. Comme si c'était le point de démarrage sur celle de gauche. Et que ça avait résonné sur celle de droite. Alors je revois pas l'événement direct parce que je m'en souviens plus. Mais c'est ce que je vois. Ok, on va passer à la prochaine question. Tu as un peu répondu. Pourquoi se sont écroulées les tours jumelles? J'entends pour raviver des mémoires. Pas que des peurs, des insécurités, c'est bien plus profond que ça. Raviver des mémoires. Les bases des tours, c'est qu'un moyen. L'objectif, c'est de raviver des mémoires pour la masse humaine profondément, profondément impuissante et dans le désespoir. De malheur, de gros malheur, ouais. De raviver la mémoire. Et en même temps, ça a réveillé, ça a remémoré aux gens, mais c'était pas l'objectif, mais ça a remémoré aux gens qu'au fond, ça tenait à pas grand-chose que dans un claquement de doigts, leur vie bascule et tout s'effondre, vraiment au propre et au figuré. Ok. Mais la prise de conscience n'a pas été jusqu'au bout parce que la profonde, la profonde sidération et le profond désespoir qui a suivi était bien trop grand pour que d'un événement pareil, il en sorte des choses positives. Est-ce que la première attaque au tour et l'effondrement sont-ils liés? Diversion, j'entends. Oui, oui, pour faire une diversion. Mhm. Qui est le moins d'anticipation prévisible du côté de notre côté. Ça divise et ça éparpille l'attention. Les gens, ça les a mis exactement comme l'image parce que ça m'a remis à l'image où ça les a un peu effrités au niveau de l'attention et de la prise de conscience. Pour ceux que ça a le plus touché, c'est comme si ça les avait eux-mêmes effrités.
pour qu'il soit déstabilisé et désorienté. Ouais, désorienté. Je vois une image où il s'accorde dans tous les sens, au propre et au figuré. Même avant. Ça avait commencé avant sans qu'il s'en aperçoive. Pour que l'effet soit d'autant plus percutant, beaucoup plus comme un choc, beaucoup plus... Ouais, j'arrive pas à trouver le mot. Beaucoup plus percutant, ouais. Soudainement, instantanément. Pour que ça fasse le plus de dégâts possible. C'est comme, c'est exactement, je reviens à en continuant le fil de mon ressenti et de ma perception, je revois comme à la base des deux tours, comme l'arbre où il y a des prémices avant qui font que ça déstabilise sans qu'on vraiment s'en rende compte. Ça désoriente, ça, ça attire l'attention ailleurs que dans le moment présent. Ça désoriente vraiment l'être humain individuellement parlant, sans qu'il s'en aperçoive, comme un arbre qu'on aurait déjà, avant de le scier complètement, qu'on aurait déjà à moitié scié pour déjà le déstabiliser, le préparer au choc. Voilà, c'est ça. Sinon, les mémoires n'auraient pas été aussi bien ravivées, aussi bien réveillées, comme pour rappeler qu'on n'est pas grand-chose au bout du compte, que ça peut changer un claquement de doigts, sans qu'on puisse rien y faire. Cette insécurité ancrée dans la mémoire émotionnelle, cellulaire. Et pour que ça ait cet impact-là, il fallait vraiment que ce soit... que même un endroit donné, ça soit vraiment... ça touche la plus grande masse possible. Sur le globe. Et pas que d'un peuple. Qu'est-il arrivé aux âmes de l'attentat du 11 septembre 2001 suite à leur trépas? J'entends récolter. Comme une moisson. Plus d'informations? Très peu air encore, je ressens. Ça a été comme un filet. Dû à la soudaineté. Et avant ta question, j'ai une information qui a continué à arriver. Ces prémices-là, ces ressentis, c'est consciemment ou pas, il y a des personnes qui l'ont perçu. Il y a des personnes qui, avant la catastrophe, ont commencé à se sentir pas très bien dans leur quotidien, sans être voyant ou quoi que ce soit, mais déjà, il y avait déjà un malaise bien avant, quelques jours avant, un malaise chez l'être humain. Pas qu'aux États-Unis. C'est comme si les êtres humains reliés entre eux, comme je vois l'image de neurones, comme si une information circulait qu'on n'était pas capable pour les plus sensibles de comprendre ou d'avoir conscience dans l'instant. Mais l'information circulait déjà sans qu'on s'en rende compte. Bien. Maintenant, Marie-Pierre, tu vas aller ailleurs. Mm. On est en septembre 2001 et tu es au Pentagone, juste un instant avant de la première explosion. Qu'est-ce qui a frappé la structure? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'attaque? En ta question, j'y étais déjà. Pendant que tu me le disais, j'y étais.
Et je vois autour du Pentagone, autour du bâtiment, comme un nuage noir qui l'entoure, qui pour moi ressemblerait à un essaim d'insectes, un essaim de quelque chose qui grouille. C'est très noir, c'est sombre, c'est comme un nuage qui est implanté tout autour du bâtiment, comme une cloche. Et ça grouille, comme un essaim d'insectes ou d'abeilles ou de... Ça grouille, c'est très concentré. Et quand tu m'as dit qu'est-ce qui avait frappé, moi je vois l'image d'un missile, comme une torpille. Tu sais les missiles qu'on voit dans les sous-marins, Mhm. qu'on nous montre à la télé, pareil mais dans les airs. Ok. Donc l'essaim, ce nuage noir que tu vois au-dessus du Pentagone, c'est vraiment sur le plan physique, Non, 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 plan non. éthérique. Oui, 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 oui. Mais c'est noir, 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 noir. Ça peut pas être plus noir que ça. Comme un nuage en forme de cloche qui ment, comme si ça empêchait de communiquer avec l'extérieur. Ça fait vraiment cloche. Pas la forme, mais au niveau, euh, au niveau de à quoi peut servir une cloche. J'ai pas les mots clairs qui me viennent. Ça, vraiment, ça enferme. C'est, euh, excuse-moi, j'ai la sensation, j'arrive pas à trouver les mots. J'ai l'image comme un poids, ouais, ça étouffe, ça enferme, voilà, ça enferme. Ça enferme de l'extérieur. Comme s'il n'y a rien qui pouvait ou en sortir ou en rentrer. C'est hermétique. Et je vois, alors c'est pas des insectes, mais ça me fait penser à comme un essaim d'insectes dans ce nuage noir qui permettrait à ce nuage de rester bien agglutiné, bien hermétique. Bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé au vol Airline 93, le quatrième des quatre avions de ligne Boeing qui a fini son vol en s'écrasant dans un champ près de Shanksville en Pennsylvanie? Alors, je connais pas l'événement, mais quand tu m'en parlais, j'ai vu une explosion. Mais toi, tu me dis qu'il a atterri, enfin qu'il a... J'ai vu pourtant une explosion en plein air, Mhm. comme si il était déjà plus piloté en plein air. Y a-t-il d'autres informations qui te viennent par rapport à cette question? Tu m'as bien dit qu'il avait explosé dans l'atterrissage, c'est ça? Non, je vais te répéter la question. Qu'est-il arrivé au vol United Airlines 93, donc le quatrième des quatre avions de ligne Boeing, qui a fini son vol en s'écrasant dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie? Alors j'ai le mot 93 qui est une symbolique, mais alors je sais pas du tout laquelle. C'est un chiffre fort, j'entends c'est un chiffre fort, mais moi malgré tout je vois l'image comme si ça avait déjà explosé dans l'avion en plein air. Ok. Comme si à l'intérieur, c'était déjà pas, c'était quelque chose déjà en plein air, comme une explosion. Je sais, j'ai pas plus. Alors passons à la prochaine question. Y a-t-il d'autres événements liés aux événements du 11 septembre 2001? Bien sûr, avant, après, ça continue. Lesquels? De, de temps en temps, ça fait comme des piqûres de le rappel. Je vois des catastrophes cataclysmiques sur les éléments, pas comme les deux tours.
sur les éléments, les ouragans, les tempêtes, les choses comme ça. C'est relié. Je vois comme une seringue, et le mot qui me vient comme des piqûres de rappel de temps en temps pour maintenir dans cet état de. Je vois une autre image comme si c'était des piqûres de rappel pour empêcher de maintenir la tête hors de l'eau. Que de temps en temps, ça fasse replonger pour nous maintenir dans un état jamais bien longtemps d'apaisement, de tranquillité, d'esprit. Alors oui, il y a des catastrophes, il y a les guerres, c'est ce qui m'est venu en premier. Après, il y a eu les phénomènes de cataclysme, les tremblements de terre, les tempêtes, les choses comme ça. Tout ce qui est événement assez dévastateur. Bien. Dévastateurs, pas forcément dans l'instant, mais qui ont de l'effet, qui perdurent sur le long terme. Comme des piqûres de la rappel, oui, c'est bien ancré dans nos mémoires. Ce qui fait que ça amène des peurs au quotidien, consciemment ou pas, ça amène des peurs au quotidien. D'avoir toujours l'impression de faire attention si on est assez en sécurité pour ceci, pour cela, pour Pierre, Paul, Jacques, pour tout. C'est quelque chose qui traînait en nous au quotidien sans que vraiment on s'aperçoive. C'est s'inquiéter pour soi, s'inquiéter pour ce qu'on aime, s'inquiéter pour... et c'est comme ça pour à plus large échelle. Et dès qu'il y a des catastrophes comme ça remet des piqûres de rappel. Ça remet les personnes dans l'insécurité, dans la peur, comme une épée de Damoclès au-dessus d'eux. Alors que certaines ne sont pas directement reliées à ces catastrophes, ça les impacte quand même. Mhm. Tu as répondu en partie à la prochaine question. Pourquoi sont-ils liés et comment? Pourquoi ces événements sont-ils liés et comment? Ils sont programmés pour pas que, pour éviter que, parce que j'ai une image, elle n'est pas facile à décrire. Je la comprends. Pour éviter qu'il y ait de la lumière, comment dire? Pour éviter que l'on se sente bien individuellement ou à plus large échelle, en groupe et en masse, pour éviter qu'on se sente bien sur une trop longue durée, de manière à échelle individuelle et à plus large échelle. Que l'on se sente... c'est comme quand on est... je vais prendre l'exemple du rhume, un gros rhume. C'est comme si un rhume, on avait une infection, on était un bon gros rhume, on était enrhumé, et c'est comme si on allait vers la guérison, on allait vers un mieux-être, et qu'on n'y arrivait pas toujours à atteindre cet état de guérison totale, parce que il y a régulièrement, comme les piqûres de rappel, des choses qui nous fragilisaient, et on n'arrivait pas à atteindre cet état de bien-être. Un bien-être intérieur qui s'implante assez pour perdurer dans le temps. Et du coup, je vois des seringues, je vois la planète Terre, je vois des seringues aux quatre coins que de temps en temps on injecte dans ce pays-là, puis dans cet endroit-là, puis dans cet endroit-là. Allez, maintenant on va aller un petit dans cet endroit-là. Ça fait moins que cet endroit-là, il est un peu trop calme, on va y aller là. Mhm. Il y a des endroits qui sont plus disposés, je dirais, à certains événements qu'à d'autres. Il va pas y avoir des guerres
Il va y avoir des guerres, je vais dire au positif. Il va y avoir des guerres à certains endroits récurrents. Il va y avoir des cataclysmes toujours à peu près aux mêmes endroits récurrents. Il va y avoir les différents chocs, les différentes catastrophes vont être récurrents, mais pas forcément partout. Chaque endroit a sa catastrophe, on va dire. Ont des programmes, des déclencheurs bien précis par rapport à ceux qui habitent dans ce pays pour réveiller ces mêmes émotions, mais pour pas réveiller en eux la même mémoire exactement. Comme si on essayait de réveiller des mémoires qui n'ont plus lieu d'être pour des choses que des peuples ont vécues avant. Je ne sais pas si je suis claire. Pour réveiller une mémoire erronée Mhm. qui est un lien avec l'insécurité et la peur. Il me vient en tête, par exemple, le massacre de certaines ethnies où, au fil du temps, ça s'est ancré dans la génétique au fil du temps. Et c'est comme un volcan qui se serait endormi. Et ben, ces émotions-là, qu'on perpétue depuis l'origine de l'humanité, ces chocs, ça permettrait de les réveiller, même si la cause n'est pas la même. Mhm. D'accord. Enfin, la cause, oui. C'est pour ça que c'est pas la même catastrophe selon le lieu, selon le peuple. Mais ça viendrait réveiller quelque chose que peut-être cette génération présente n'a pas vécu, mais qui transporte toujours en eux. Voilà. Ça viendrait comme réveiller un volcan endormi. Ça reviendrait secouer. Comme des gènes dans l'ADN qui, de temps en temps, se réveillent pour certains et pas pour d'autres. Très bien, c'est très clair. Qui a planifié et exécuté les attaques du 11 septembre 2001? Les reptiliens. Parce que je vois plein de reptiles différents et avec des couleurs différentes, comme j'ai déjà vu. Il y a du vert, il y a du gris, il y a tout. Je vois devant moi tout. C'est quoi le mot? Les responsables, c'est un peu toute cette race-là, quelle que soit leur forme. De quelle façon ont-elles été planifiées? D'abord par des prémices, pour déjà comme préparer le terrain émotionnellement chez les gens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour même des gens qui n'étaient pas dans ce pays-là ou pas, dans ce pays ou pas, qui commençaient à ressentir comme quelque chose de pas agréable au quotidien sans savoir pourquoi tout d'un coup ils se sentaient pas forcément bien. Mais c'est un terrain qui a été préparé sur un plan subtil, avec des capacités qu'on a, qui ont été un peu titillées, je dirais, mais pas trop pour que on aille à l'origine. Préparer le terrain, ça a été, le terrain a été préparé d'une manière subtile, éthérique, dans l'énergie, dans le subtil. Et après, il y a eu, c'est le mot qui me vient, les collabos humains qui sont venus faire le reste sur un plan matière. Ça s'est joué sur deux plans. Une préparation de terrain sur le subtil, comme la base des tours, pour les fragiliser. Et je sais pas comment. Et après, sur un plan matériel, matière, visuel, pour que ce soit perçu par nous.
Il fallait que ce soit visuel, que ce soit quelque chose qu'on perçoive, comme le béton qui s'effondre ou des corps à terre ou quelle que soit la catastrophe, il faut que ça suffit pas que ce soit subtil, il faut qu'on puisse le percevoir. Bien. Quel était le but prévu? Et vérifie s'il a été atteint. Oui, 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 oui. Pour moi, oui. Quel était le but? Que tout le monde s'effondre, même ceux qui n'étaient pas touchés directement. Que comme je revois l'image, comme quelqu'un qui essaye de garder dans sa vie la tête hors de l'eau, malgré les aléas de la vie, les problèmes, les soucis qu'on peut avoir, plus ou moins importants selon la personne. C'est comme si je vois toujours pareil un être humain qui essaye de maintenir au mieux la tête hors de l'eau dans sa vie. Et que quand on voit qu'il commence un peu trop à bien récupérer, nager, à bien reprendre le dessus dans ces tourbillons comme s'il était en pleine mer, quand on commence à voir que un peu trop de personnes arrivent à maintenir la tête hors de l'eau et même commencent peut-être même à en sortir complètement, euh, je vois un reptilien qui fait comme cette image, je l'ai pas devant moi, mais comme j'ai cette image-là qui fait comme dire ça va pas du tout ça, et on maintient la masse humaine du mieux possible et à plus large échelle si possible, dans cet état de désarroi, de désespoir, de plus voir un avenir heureux, et donc ça amène des chocs psychologiques qui vont avoir des effets sur du long terme. C'est ça qui les intéresse, c'est pas quelque chose de plus c'est soudain, plus ça a d'effets sur du long terme sur eux et c'est ce qui les intéresse. C'est ça leur objectif, c'est que ça ait des effets sur du long terme. Comme des peuples auraient vécu des catastrophes qui ont bien imprégné l'être humain et qui de temps en temps peut être réveillé encore, encore, encore et encore et encore. Ça, plus c'est soudain, plus c'est imprévisible, plus c'est énorme, plus ça déclenche du mal-être, des émotions basses, des dépressions, des maladies, des envies de suicide. Ça met la tête du nageur sous l'eau et ça la maintient le plus possible dans cet état-là, jusqu'à ce qu'il craque, jusqu'à ce qu'il déclenche une maladie ou qu'il décide de couler par lui-même, de plus pouvoir affronter cette réalité-là. Et bien sûr, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Est-ce que ce but a été atteint? Pour moi, oui. À pas 100%, bien sûr, mais assez largement pour qu'ils en soient contents. Mais c'est pas suffisant pour eux. Comme je te dis, un peu là, sur la planète, un peu là tout le temps. Ah, un peu là, là, s'il s'est pas passé quelque chose depuis longtemps. Et selon ce qui se passe, c'est bien des endroits précis. Il me vient en tête l'Australie, avec les incendies là d'un coup. Euh, L'Australie, c'est pas par hasard non plus. Quelle est la cause ésotérique des attaques du World Trade Center, du Pentagone et de l'avion détourné? Ça rejoint tout ce que je t'ai dit. Et il me revient un mot, le mot dispersion. Pour être tu sais, si tu mettais un coup de pied dans une fourmilière, hein, Mhm. ça mettrait la panique à bord. Elle serait complètement désorientée, paniquée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le temps de reprendre ses esprits et de... Voilà, ben c'est ça.
D'accord. Donc oui, c'est relié. Oui, c'est pour mettre, excuse-moi, mais c'est le mot qui me vient, le bordel. Comme la panique dans une fourmilière ou dans un réseau bien structuré. Il me vient les fourmis parce que j'ai cette notion où elles sont bien organisées entre elles. Elles sont bien organisées et elles sont bien reliées entre elles. Chacun a son rôle. Et il y en a une qui a un problème, ça fait la panique autour. Très bien. Comment la conscience collective a-t-elle vécu les événements du 11 septembre 2001? Alors j'ai l'image, et j'avais déjà cette image-là, mais j'ai cette image vraiment qui répond à cette question avec l'image précédente. Comme une bouteille qu'on jette dans l'eau, ça fait des ondes. Et ben pareil. Mhm. D'un point de départ, ça a résonné. Largement. Autre chose? Non. Comment et dans quelle mesure la conscience collective participe-t-elle à la création des événements d'une telle portée? Ben, s'il y avait personne pour jeter le caillou, il n'y aurait pas d'onde dans l'eau. C'est ce que j'entends. Si on n'y participait pas, ça s'arrêterait à, ça serait, comme je te disais, ça serait pas un choc instantané qui a des effets sur du long terme, ça aurait un effet choc sur l'instant. Et ça s'arrêterait là. Ça ferait comme un soufflet un peu qui retombe. Ça serait comme une fusée qui arrive pas à sortir de la stratosphère ou de je ne sais quoi et qui rechuterait du point de départ, d'où elle est partie, d'où elle a décollé. Est-ce que la conscience collective a-t-elle des objectifs par rapport aux événements survenus le 11 septembre? Oui, non ou en partie? J'étais pas là, je suis désolée, je suis encore dans les images que je vois de la fusée qui retombe. Euh, D'accord. du coup, j'ai pas, j'ai écouté sans écouter. J'étais encore. Ok. As-tu autre chose à dire par rapport à la question précédente? Il faut que tu me la répètes. Non, 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 Ok, non, non, donc, c'est que j'étais encore là dans cette information-là. donc la question c'était, est-ce que la conscience collective a-t-elle des objectifs par rapport aux événements survenus le 11 septembre? Oui, non ou en partie. Je suis désolée, je comprends pas ta question. Ah, Ça, j'arrive pas. bon, c'est un peu une suite de la question précédente qui était comment et dans quelle Je la mesure comprends pas. la conscience participe-t-elle à la création des événements d'une telle portée? Tu avais parlé de cette bouteille. Bah oui, elle participe, oui. À maintenir l'état de choc, oui. Mais c'est difficile de pas le faire. Mhm. C'est tellement choquant que quand, je dirais même qu'en tant qu'être humain, c'est obligé de ressentir des émotions. C'est obligé, à plus ou moins, selon qui on est grande échelle, de nous toucher. Je dirais c'est humain.
Et par conséquent, qu'on le veuille ou non, on participe à la création. Ok. Tu m'avais... Par Ouais. contre, en ayant conscience de cette information, on peut limiter l'effet dans la durée, individuellement parlant. Sauf que tout le monde n'est pas capable de gérer ça. Et après, tout dépend si ça le touche de près aussi. Très bien. Ah, la question... Et ils le savent. Mhm. Bien, Marie-Pierre. La question 13, donc c'était qui a planifié et exécuté les attaques du 11 septembre 2001? Tu as vu directement les reptiliens Oui, oui, toujours. en collaboration avec certains humains. Oui, pour agir dans la matière. Oui, Ok. pour que oui. Eux, ils ont agi sur un plan subtil. Et les collabos humains, ils ont agi de quelle manière par rapport à cette attaque? Alors, il y en a qui ont, je dirais que ceux qui ont du pouvoir, sans qu'il y ait de réelles personnes qui me précisément en tête, ceux qui ont du pouvoir en étaient conscients. Et je dirais des personnes, c'est le mot qui me vient, subalternes, Mhm. qui auraient été dirigées comme des automates. Et là, ça me renvoie une image des attentats comme ceux qui se font exploser. Ils sont pas eux-mêmes sur le moment. Ok. Et ben, au détour, il y a eu des gens qui ont agi, par exemple ceux des avions, ou ceux qui ont agi à terre. Tous, ils étaient, je les vois dévariés, désorientés. Je vois une personne qui agit ouais, comme un automate. Il est en état de sidération, mais il s'en rend pas compte. Et c'est comme si le corps humain était mécaniquement vivant, mais il n'y a plus. La personne n'a pas. Il n'y a plus la conscience. Ok. Tu avais Le dit co- qu'elle est... Oui, vas-y, continue. Oui, non, juste je finissais en disant, je vois le corps, je le perçois, le corps d'un homme, il est vivant, mais c'est comme si on lui maintenait ses capacités simplement pour qu'il respire et pour qu'il bouge, mais c'est comme s'il n'y avait plus personne dedans, ouais. Tu me parlais tout à l'heure que les bases des deux tours jumelles ont été affaiblies, comme la maladie de l'ostéoporose. Est-ce qu'il y a eu une intervention humaine physiquement pour Non, affaiblir les bases des tours? non, Non? non, 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 non. Si c'est ce que tu sous-entends, bombe ou pas, non, non. C'est subtil. Ok. Comme si nous, énergétiquement parlant, on nous coupait sous le chakra sacré. On nous Très bien. coupait à la base. Mhm. Et Oui, mais même alors, oui, mais alors du coup, cette notion me renvoie à l'image des deux tours, comme s'il n'y avait pas qu'à la base, mais en haut aussi. Euh, Comme si un individu, au niveau de ses chakras, était coupé à la base et en haut. Du coup, j'ai la sensation qu'il n'y a peut-être pas que la base, mais il y a aussi quelque chose en haut de la tour, comme nous au septième chakra. Quelque chose qui avait été sectionné. Alors en haut, je sais pas, mais c'est ce que du coup l'image des chakras qui m'est venue me fait penser. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est subtil et à la base, c'est sûr. Je le vois comme comme un os atteint, comme une personne atteinte d'ostéoporose qui s'effrite.
C'est marrant parce que les deux tours, je le sais, c'est du béton, mais je les vois comme avec, comme si certains bâtiments avaient, j'irai pas jusqu'à dire une conscience, mais ce qui s'en dégage, c'est pas comme si, c'est pas pareil que ce que dégage une maison ou un HLM ou autre chose. Il y a des monuments qui transpirent, qui dégagent quelque chose de particulier par rapport à d'autres. Très bien. J'avais pas cette information-là, comme si il servait à quelque chose en particulier. Et je vois la tour de Pise, je vois l'obélisque. En fait, je crois que c'est ça. Je sais plus, ça s'appelle comme ça. Euh, une, euh, une, une tour avec une pointe en haut, c'est ça? C'est ça, oui. Non. C'est ça. Il y a certains monuments qui sont pas neutres, qui dégagent quelque chose de particulier, qui n'ont pas été construits par hasard. Toujours, c'est jamais par hasard. Euh, Par hasard, et ça m'envoie comme les églises, les monuments religieux. Ce sont des constructions qui sont particulières, à un endroit particulier. Bien. Voilà, Quel était le but de tout ça? j'ai des frissons. Le but ultime pour ces entités reptiliennes? Ce que j'ai dit, Mhm. des C'est piqûres de vraiment. rappel. Oui, mais c'est vraiment ça, des piqûres de rappel. Et qu'est-ce Bon, que, en ça quoi leur permet ça, de récolter aussi, mais c'est pas au départ le premier objectif pour eux. C'est de raviver des mémoires, des piqûres de rappel pour maintenir la tête des gens sous l'eau Mhm. et sur du long terme. Je résumerai ça comme ça. As-tu autre chose à dire par rapport à cette enquête, Marie-Pierre? Non. Bien. Alors, on va revenir. Tu te déconnectes de tout et de tous. Euh, Et je vais compter maintenant de 1 à 5. Et tu reviendras au moment présent où je te parle. 1. Ton corps commence à se réveiller complètement et tu ressens les énergies circuler doucement dans tout ton corps et entrer par chaque extrémité, tes mains et tes pieds. 2. Et tu ressens une sensation de bien-être et tu récupères toutes tes fréquences à un niveau où tu te sens merveilleusement bien et tu te sens détendu, plein d'énergie et prêt à continuer ta journée. 3. Et tu continues à réintégrer ton corps complètement, bien équilibré, bien réajusté. 4. Et la sensation est merveilleuse. Et 5. Et tu es là présente au moment où je te parle. Tu Oui. prends une belle Oui, oui. respiration et tu ouvres les yeux. Avec une grosse bouffée de chaleur. Mais c'est à moi. Ça va. Ça va, tu te sens bien, Marie-Pierre? Ah oui, oui, ça va bien. Ok, un grand merci pour cette enquête et on se revoit Merci à toi. Merci à une toi. prochaine fois. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza,
ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare.
e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo.
Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte.
Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.